Bonjour, nous sommes le vendredi 13 mai 2022, vendredi 13 mai 2022, avec une journée qui semble ressemble à celle d'hier, en tout cas avec du bon temps, un ensoleillement, bon bien sûr on a un petit peu de nuages, mais les météorologues, les services météorologiques annoncent quand même un week-end qui va être ah, très bon, très bon. Donc on peut préparer, je veux dire, pour ceux qui possèdent un jardin, qui possèdent, je veux dire, un cadre, voilà, ils sont, ils peuvent disposer de tables, pourquoi pas d'une tente et d'un barbecue, ben, ils peuvent profiter, jouir, comme je l'ai toujours dit, de leur espace plein air qu'est leur jardin. Donc demain, et dimanche, samedi, dimanche, nous allons connaître de très bonnes températures qui permettra à tout un chacun de profiter, voilà, de l'air de l'air extérieur. À propos d'air, voici un petit problème. On connaît l'adage sobre comme un chameau. On sait bien que le chameau il boit pas beaucoup, quoique bon, c'est pas parce qu'il boit pas beaucoup qu'il a la capacité de ne pas boire beaucoup qu'il ne faut pas lui donner d'avoir. Bon, un chameau, c'est comme tout animal. Quand on possède un animal, il faut bien s'en occuper. Dans le sens, il doit bien manger, bien boire et être voilà, en liaison affective avec bon, son troupeau, voir son maître. Et donc le maître doit s'occuper de son animal comme de ses animaux. Tout comme quelqu'un qui possède des chevaux doit s'occuper des chevaux, doit donner de l'affection aux chevaux et ne pas laisser des chevaux, je veux dire, dans une prairie, voilà, laissés à eux-mêmes. Donc quand on a des animaux, on s'en occupe. Un chat, on s'en occupe. Un chien, on s'en occupe. Des chevaux, on s'en occupe. Et un chameau, on s'en occupe. Et s'en occuper, c'est de pas le mettre, c'est pas de mettre un chameau, je veux dire, dans, ou un cheval dans un champ où il n'y a plus d'herbe. Bon, là, quand il n'y a plus d'herbe, on change de lieu pour lui donner de l'herbe, ou sinon, on peut lui donner voilà, des animaux, enfin des alimentations toutes préparées qui s'achètent et qu'on peut directement donner aux animaux, quel que soit le type d'animal. Voilà, donc si, je veux dire, si on a des animaux herbivores qui a pas assez d'herbe dans votre champ ou votre pré, ou voilà, ou votre prairie, bah, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on achète de l'alimentation qu'on fournit au quotidien. C'est un coût, mais c'est le coût de s'occuper voilà, de ces animaux. Alors donc on connaît l'adage sobre comme un chameau, donc le chameau a le droit de boire et ne pas le laisser, je veux dire, jusqu'à ce qu'on ne voit plus que ses os, euh, l'exploiter jusqu'au moment où on ne voit plus que ses os et bon, ne pas s'en occuper. Ça c'est de la maltraitance animale. Donc le chameau, doit, comme le cheval, doit bien manger. Il faut le mettre dans des prairies ou là où il y a de la bonne verdure, où il y a de l'eau, toujours voir s'il y a de l'eau, dans bien sûr voilà, pour les vaches ou les brebis, les moutons, ben, il faut servir tout le temps de l'eau. Quand ils ont soif, il faut leur donner à boire. Il ne faut pas attendre qu'ils aient soif pour donner à boire. Il faut déjà préparer de l'eau et à manger avant tout. On n'attend pas qu'ils aient faim pour les nourrir. Ceci, c'est une petite parenthèse parce que bon, beaucoup de gens font de la maltraitance animale, même si ils pensent qu'ils ne le font pas, mais mettre un animal dans une prairie tout seul ou avec un autre cheval où la prairie n'a pas d'herbe et que bon, vous allez voir le bac, il n'y a pas d'eau, il n'y a personne qui vient euh, voilà, caresser le cheval ou les chevaux, eh bien là, c'est vraiment ce qu'on appelle de la maltraitance animale. Bien que le maître pense que non, ben si, c'est de la maltraitance animale. Indirectement, il le fait peut-être pas exprès, mais bon, c'est parce qu'il n'y pense pas, mais en fait, c'est de la maltraitance animale indirectement. Alors, le fait qu'il ne boit pas beaucoup pour faire des longs trajets, bon, il est connu pour être des caravanes. Il faisait les caravanes dans... les animaux, auparavant, étaient fortement utilisés. Euh, fut un moment, bon, maintenant on a les voitures, mais fut un moment, qu'est-ce qui passait? C'était des chevaux. C'était des chevaux qui passaient le long des chemins. Et bon, dans les déserts, c'était les caravanes qui faisaient, je veux dire, les allées et venues pour le commerce. Voilà, dans le Sahel et dans le Sahara, ou voir
voilà, dans certaines contrées du Proche et Moyen-Orient. Donc le chameau était utilisé comme l'était le dromadaire d'ailleurs pour des caravanes voilà, qui étaient voilà, utilisées comme transport, moyen de transport. Comme l'était le cheval, était un moyen de transport. Hein, chacun avait son cheval. Enfin, pour ceux qui avaient un cheval, parce que c'est comme ceux qui possèdent une voiture maintenant, il y a des gens qui possèdent des voitures et d'autres qui n'en possèdent pas. Et donc, posséder une voiture maintenant, c'est comme si on possédait un cheval auparavant. Donc, on avait un petit hangar pour mettre le cheval dans son habitation. Et bon, on avait son carrosse. Et on pouvait attacher le carrosse au cheval pour faire. Voilà. euh, Sinon, on prenait voilà, des moyens de transport qui étaient des taxis. Des taxis qui étaient des taxis à chevaux. Donc c'était la bonne ambiance, les gens étaient bien habillés, que ce soit les dames ou les messieurs, c'était voilà l'époque, voilà c'était une autre époque on va dire, une très belles époques. Euh, Chaque époque a son charme. Bon, on vit une époque qui n'en est pas une autre, chaque époque a son charme. Alors ici on vous dit que sa sobriété vient du fait qu'elle est capable de produire de l'eau. Bon, donc c'est pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Vous allez voir quel est le prix pour construire de l'eau. Bien sûr, il faut de l'énergie. On va dire une forme d'énergie. Je vous montrerai c'est laquelle. Et donc ici, à partir de tristéarine, qu'on appelle la stéarine, on peut dire stéarine ou tristéarine, c'est la même chose. Alors c'est de la graisse qui est stockée. Ouais, stéarine, c'est de la graisse. Hein. Bon, c'est voilà. Euh, Ce qui se termine en in, bon, généralement, c'est des graisses. Alors c'est de la graisse qui sont stockées dans les bosses. Hein, donc dans les bosses du chameau. Alors, quel est le volume d'eau produit par oxydation de 2 kg de tristéarine? Alors, quand ils vous disent dans ces bosses, parce que le chameau, il a deux bosses. Parce que contrairement au dromadaire qui a une bosse. On demande quel est le volume d'eau produit par oxydation de 2 kg de tristéarine, ça c'est la première question. Et la seconde question, on demande quel est le volume d'air, conditions CNTP, c'est-à-dire conditions normales de température et de pression, doit inspirer le chameau pour oxyder cette masse de stéarine. Bon. Alors, la graisse, c'est un composé qui est... Les sucres, c'est composé de sucre. Enfin, ici, c'est une graisse qui est composée de CHO. Tout comme les sucres sont composés de CHO. Alors, graisse et sucre, ils se différencient par la quantité, voilà, de, de H. Quantité de H. CHO, ça peut être aussi bien un glucide qu'un lipide. Alors, si vous faites l'étude des lipides, la plupart des lipides sont des graisses. Mais pas tous. Il y a des exceptions. Voilà, il y a des exceptions. En général, les lipides, ce sont des graisses, mais il y a des exceptions. Donc, qu'est-ce que c'est? La stéarine, mais il va être composé de CnHMOP. Donc de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Et donc, on demande quel est le volume d'eau produit par oxydation. Alors, vous voyez que c'est une oxydation. Alors, qu'est-ce que c'est que l'oxydation? Ben, vous aurez compris que c'est... je ne vais pas parler d'attaque ici, parce que c'est pas une attaque. Bon, quand vous dites... on va retirer d'une plaque de fer, on va nettoyer la plaque de fer de rouille. Ben là, enfin, on la nettoie. C'est un nettoyage. Avec de l'acide chlorhydrique, voilà, vous allez extraire de la rouille, voilà, de la tôle. Maintenant, quand on a de l'oxygène sur de la tôle, on a ce qu'on appelle de la rouille. Donc on a une attaque. Ça, c'est une attaque. Parce que c'est... attaque, c'est une connotation négative. Mais ici, c'est pas une attaque. Justement, c'est une aide. C'est une aide. Bon, c'est pas une attaque. L'oxygène est une aide ici, pas une attaque. L'oxygène n'attaque pas ici.
L'oxygène, il peut attaquer, hein. Bon, voilà, voilà, il peut attaquer. Donc il peut oxyder, il peut attaquer, il peut oxyder. Mais dans quel sens entend-on le mot attaque? Attaque, c'est quand par exemple vous avez une tôle et qu'elle rouille. Là, à ce moment, on peut parler d'attaque. Mais maintenant, quand un processus naturel de production d'eau, comme ça se fait dans les bosses du chameau à partir de graisse, là, c'est pas une attaque, c'est un processus naturel qui est nécessaire pour produire de l'eau pour le chameau. Donc, la réaction elle commence à se ficeler parce qu'en fait, c'est une question d'oxygène. Où est l'oxygène? Mais dans l'air. L'oxygène est dans l'air. Ça veut dire qu'il va... comment va-t-il prendre l'oxygène de l'air? Mais en respirant. Donc vous aurez compris que c'est par les narines ou la bouche, parce qu'on peut respirer par les narines ou la bouche. Donc c'est CnHMOP plus, bien sûr, de l'oxygène. Et là, bien sûr, il va produire de l'eau. Mais pas que. Pas que. Donc là, vous comprenez qu'ici, c'est une réaction d'oxydation. Voilà, qui ressemble à une réaction de combustion. Donc, on aura du CO2. CO2. Alors ici, comme il y a du H, on va se retrouver que voilà, de l'eau. La respiration, c'est comme une réaction de combustion avec de l'eau. Donc carbone, on aura du carbone, plus de l'O2, on aura du CO2. Donc je vous rappelle que le CO2 c'est du gaz, c'est quand vous allez inspirer de l'air, l'air contient 20% d'oxygène et environ, on va dire 80% d'azote. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais enfin bref, c'est pour résumer, voilà, c'est 20%, 80%, parce qu'il y a aussi des gaz rares, on respire des gaz rares, des éléments provenant de la pollution et tralala, tralala. Voilà, ce qui se trouve dans un poumon, mais une radiographie peut vous dire le milieu professionnel dans lequel vous avez baigné au travers d'une radiographie d'un poumon, hein. Bon, quelqu'un qui a travaillé voilà, dans le charbon, ben, on le verra tout de suite par une radiographie du poumon. Donc ce poumon aura inhalé voilà, des silices, voilà, des roches. Si quelqu'un travaille dans la peinture, le poumon va faire transparaître voilà, de la peinture dans les poumons. Voilà. Donc le milieu, si on travaille dans un milieu plastique, fabrication plastique, mais le poumon va faire ressortir, je veux dire, par radiographie, bien sûr, une pollution pulmonaire au plastique. Et tout ça, ça se voit au niveau des radiographies. Pour autant que le poumon soit atteint, bien sûr, hein, parce que si c'est pas parce qu'on a travaillé une journée dans les peintures que 10 ans après, bon, 10 ans après, on a encore de la peinture. Bon, la peinture, pour en avoir dans les poumons, il faut quand même travailler, au quotidien. Au quotidien. C'est pas en une fois qu'on va attraper, je veux dire, c'est pas en allant travailler une fois dans le charbon ou fumer une cigarette ou 10 cigarettes, c'est pas pour autant que voilà, on va se retrouver avec un poumon fortement pollué. Parce que le poumon s'auto-nettoie aussi, hein. Voilà, il y a toute une panoplie voilà, de filtres et de mécanismes voilà, de nettoyage qui se font dans le poumon. Donc le poumon, c'est pas aussi. Le poumon est quelque chose qui est un organe qui essaie de se protéger voilà, euh, des causalités extérieures, hein, des causalités de pollution extérieure. Donc il a des mécanismes de nettoyage, de filtre, etc. Même à un moment donné, quand trop c'est trop, c'est-à-dire après quelques années, quand je dis quelques années, ça peut être 10 ans, voilà, 10 ans, hein, on peut commencer à avoir des maladies pulmonaires par rapport à certaines professions au bout de 10 ans, certains ça au bout de 20 ans, certains au bout de 30 ans, certains au bout de 40 ans, certains au bout de 50 ans, ben, en tout cas, euh,
il y a un moment donné où le poumon il craque. Il craque, et ça c'est pour tout le monde. En fonction du milieu professionnel pour lequel la personne a travaillé. Si elle a travaillé dans les peintures, dans les jeans, le désablage, voilà, le charbon, euh, la fabrication métallurgique, les peintures, fabrication de plastique, les poussières, le bâtiment, bon bref, tout ça, les environnements pollués de fumée, les cigarettes, l'amiante, tout ça, bon, ça induit bien sûr des maladies pulmonaires à la longue, pas tout de suite, mais à la longue. Parce qu'il faut quand même, le poumon c'est quand même quelque chose de costaud. Maintenant, qu'est-ce qui peut endommager un poumon? En une fois, ben, c'est un incendie. Si la personne a respiré d'innombrables fumées, quantité de fumée, en une fois, ben là, il va passer par des caissons spéciaux qu'on retrouve voilà, dans les milieux ambulatoires pour ne, je veux dire, dépolluer le poumon. Parce que inhaler une grosse quantité de fumée, surtout le temps qu'on est resté dans l'incendie, ben, ça peut être, je veux dire, très néfaste pour le poumon. Parce que là, on étouffe le poumon en une fois. Voilà, ceci étant dit, donc là, vous aurez compris que c'est le chameau, eh bien, le chameau, il va respirer. Voilà, il va respirer. J'ai mal fait les bosses. Il va respirer par son système respiratoire. Et pour stocker de l'eau dans ses bosses. Donc il va respirer de l'air. Alors dans ces bosses, bien sûr, je vous ai dit qu'il y a de la stéarine ou de la tristéarine. Hein. Il y a la tristéarine dans les bosses. Et que grâce à ça, il va produire une quantité d'eau. Tout ça en respirant, hein, par la réaction de l'air où l'air contient de l'O2. Alors l'O2, bien sûr, c'est un gaz. Le CO2, bien sûr, c'est ce qui va il va inspirer de l'oxygène. Bien sûr, il va expirer du CO2. C'est la réaction de respiration. L'inspiration, la respiration, c'est de l'inspiration et de l'expiration. Il expire du CO2, mais il inspire de l'oxygène. Grâce à ça, ben, on a la réaction de la stéarine ici et de l'oxygène, provenant bien sûr de la respiration d'air, qui va donner de l'H2O, et c'est un stock d'eau. Il y aura un stock d'eau. Alors, je vous rappelle que l'eau, c'est liquide, que le CO2, c'est gazeux, et que la stéarine, là, il sera sous forme solide. C'est une graisse solide. Maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que la formule de la tristéarine ou la stéarine. Alors pour ça, la tristéarine, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un triglycéride, bien sûr, comme je vous l'ai dit, c'est de la graisse. De formule, voilà, C55H110O6. Donc il contient beaucoup de carbone. Hein. Donc c'est du C57 H110 O6, bien sûr, plus qui est solide, plus de l'oxygène qui est gazeux, va vous donner donc du CO2 plus de l'H2O. L'H2O étant liquide et le CO2 étant gazeux. Donc vous voyez que la tristérine, c'est un triglycéride, tout simplement. C'est un triple ester dans lequel on a trois groupes voilà, de OH, du glycérol. Alors OH, c'est de l'alcool. Hein. C'est une fonction alcool, OH.
Alors ils ont été reliés à 3 molécules d'acide stéarique. On a 3 groupes glycérol qui ont été reliés à 3 molécules d'acide stéarique. Et c'est ça qui fait la tristéarine, qu'on appelle aussi plus communément stéarine, plutôt que tristéarine. On sait bien que c'est voilà, on sait bien que bon, il y a 3 groupes glycérol avec 3 molécules d'acide stéarique. Voilà, et c'est pour ça qu'on appelle ça un triglycéride, parce qu'il y a 3 glycérols associés, bon, bien sûr ici à 3 acides stéariques. Donc on appelle ça un triglycéride, donc une graisse, c'est une graisse. C'est une graisse qu'on appelle la stérine, mais composée de 57 carbone, 110 hydrogène et 6 oxygène. Alors ici, ils vous disent en plus, au niveau des propriétés, que la stérine est incolore, donc il n'y a pas de couleur dessus, elle est inodore, on ne la sent pas, elle est insipide. Et elle est présente dans de nombreuses graisses végétales et animales, et c'est le constituant principal de la graisse de bœuf, colorée en jaune par le carotène de l'herbe, de la graisse contenue dans les bosses de chameau. Voilà, ça c'est justement, je suis en train de voir les bosses de chameau, mais on le retrouve dans le bœuf, graisse de bœuf, on le retrouve dans du beurre et du cacao. Donc la stéarine, vous pouvez la retrouver dans le beurre. Enfin, le beurre de cacao, je m'excuse, c'est le beurre de cacao, c'est pas le beurre, c'est le beurre de cacao. Alors pas confondre le cacao et le beurre de cacao. Alors ici, ils vous disent en plus, ils vous rajoutent que si vous rajoutez de la soude caustique, alors je rappelle que la soude caustique c'est un AOH, donc l'hydroxyde de sodium, la tristéarine donne un stéarate de sodium. Le sel de sodium de l'acide stéarique. On l'utilise dans la production de savon. De bougies et dans l'industrie textile. Elle a pour origine le suif, mélange de graisse animale traité par la vapeur d'eau. Donc ça veut dire qu'on retrouve dans les bougies, dans l'industrie textile et notamment la production de savon. Et ça c'est pour le sel de sodium de l'acide stéarique, qui est traité bien sûr, qu'on a traité avec le sel qu'on a obtenu, qui est le stéarate de sodium, qui provient de la tristéarine en présence de NaOH. Alors maintenant vous allez me dire, oui mais qu'est-ce que c'est que l'acide stéarique? Parce qu'on sait bien que c'est du glycérol, 3 glycérols, 3 groupes OH, donc 3 groupes glycérol, avec 3 molécules d'acide stéarique. Mais l'acide stéarique, voilà, c'est un acide gras naturel présent dans de nombreux beurres et huiles végétaux, karité, cacao, palme, etc. L'acide stéarique s'utilise surtout comme facteur de consistance pour épaissir vos préparations cosmétiques. Voilà, ça c'est pour les peaux, pour enrichir et stabiliser les émulsions, durcir les baumes, mais aussi les savons et les bougies. Alors, les émulsions, qu'est-ce que c'est? Une émulsion, c'est quand on a un corps qui est un mélange hétérogène de deux liquides qui ne sont pas miscibles, mais grâce à un émulsifiant, ils vont se mélanger. Et donc, comment? Soit, ici, c'est sous l'effet d'une agitation, ou de l'ajout d'un émulsifiant, d'un principe actif. On peut, par agitation, les faire, on va dire, par gouttelette, les faire mélanger, alors qu'ils étaient non miscibles. Bon, non miscible, ça veut dire, en gros, je n'aime pas ce terme-là, non mélangeable. Hein. Non miscible, c'est non mélangeable. Ça ne se dit pas non mélangeable, mais on utilise le terme non miscible. C'est pour vous donner un petit peu, en gros, qu'est-ce que ça veut dire non miscible. Non miscible, c'est non mélangeable, mais non mélangeable, ça se dit pas. Donc on parle de liquide, je pense à l'eau et l'huile,
l'huile, l'eau et l'huile, ouais, ou l'eau, la graisse. Mais à un moment donné, on sait malgré tout les forcer à se combiner, à se mélanger. Et bien maintenant, je peux passer au calcul parce que bon, il y a un petit peu presque plus que temps. Sachant tout cela, eh bien, la première chose qu'il faut faire, c'est équilibrer la réaction. Alors on va équilibrer la réaction. Ici on a alors je fais un peu plus d'espace pour mettre le nombre de moles ou le nombre de molécules parce que ça peut être aussi, ça dépend comment on voit la chose, un nombre de moles ou un nombre de molécules. Alors ici pour je vais regarder d'abord l'hydrogène. On en a 110. Si je devais mettre, pour avoir 110, c'est 55 fois 2. 55 fois 2, ça fait 110. Voilà. Mais le carbone, je devrais en avoir 57. De ce fait-là, on a bien 57 carbone. On a bien 57 carbone d'un côté et de l'autre. Membre de gauche, les réactifs et les produits, ben, j'ai 57 carbone dans le membre de gauche et 57 carbone dans le membre de droite. On a 110 hydrogènes à gauche, 110 à droite. Maintenant, c'est le nombre d'oxygène. Alors, je vais prendre la machine. Les oxygènes, pour l'instant, à droite, on en a 57 fois 2, 114, plus 55. On a 169. Bon, mais à gauche, dans C50, ça c'est à droite. Hein. À droite, on a 169, 169 molécules de carbone. Enfin, d'oxygène, je m'excuse. Alors, combien je devrais trouver si je mets 55? Eh bien, je devrais avoir bon, 57 fois 2 plus 55 oxygène, ce qui fait 169. Donc si j'enlève 6 de C57 H10 au 6, moins 6, voilà. Et comme j'ai de l'O2, je peux diviser par 2. Voilà, je dois avoir 81,5. Bon, là, il y a une fraction. Il y a une 81,5. C'est bon, hein, tout ça.
81. Donc là, normalement, ça c'est équilibré, ça. Ça c'est équilibré. Donc, je vais calculer. Alors, 6 oxygènes plus 81,5 fois 2, 169. J'ai bien 169 oxygènes. 57 oxygènes plus 57 fois 2 plus 55. Voilà, ça fait 69. Là, elle est équilibrée. Bon, le problème ici, c'est que bon, on n'aime pas de... On évite les virgules. On évite les virgules. Ce qui veut dire que je vais tout dédoubler. Je vais tout dédoubler ici parce qu'on évite ces virgules. Donc je vais tout faire x2. Donc je vais me ramener avec le double ici. 81,5 je vais faire x2. 57 je vais faire x2. Et 55 je vais faire x2. Ouais, c'est ce que je vais faire tout de suite pour éviter d'avoir des virgules. Qui fait 110 H2O. Alors c'est 57 x 2, 114. 80, alors on va déjà faire une fois 2 ici. Une fois 2 ça fait 2. Et 81,5 x 2 ça fait 163. Voilà, et là t'es équilibré, on n'a plus de virgule. Maintenant je peux travailler sur l'équation, cette équation là pour trouver voilà ce qui est demandé. Alors on va regarder la première question. Quel est le volume d'eau produit par l'oxydation de 2 kg de stéarine, tristéarine? Donc 2 kg. Alors ce qui va m'intéresser ici, c'est rien que une partie de l'équation. Puisque ce qui va m'intéresser, c'est juste l'eau et la tristéarine. L'eau qui est liquide ici. Hein. Ce qui est intéressant ici, c'est rien que l'eau et la tristéarine. Alors, on vous dit, pour 2 kg de tristéarine, combien va être formé d'eau? Donc, le combien d'eau, c'est X. C'est X. Donc, pour 2 kg, vous aurez X kg. Pour 2 kg, on aura X kg. Pour 2 kg de tristéarine, on aura X kg d'eau. Bon, on peut voir ça en rapport molaire. Mais enfin bref, je vais le faire en rapport massique.
Donc, il faut savoir la masse d'une mole. Une mole de C57 H110 aussi, c'est égal à 57 fois la masse du carbone, qui est 12 grammes par mole. Hein. C'est 12 grammes par mole. Plus l'hydrogène, il y a 110 hydrogènes, fois l'hydrogène, c'est 1 gramme par mole, plus 6 oxygènes, qui est 16 grammes par mole pour l'oxygène. Alors si je fais le calcul, je vais faire le calcul un petit instant. 57 fois 12 plus 110 fois 1 plus 6 fois 16. On se retrouve avec 890 grammes. 890 grammes pour une mole. Mais on a ici 2 moles. On n'a pas une mole, on a 2 moles. Ça c'est 890 grammes. C'est pour une mole, c'est grammes par mole ici. Mais comme on a 2 moles dans la réaction, 2 moles, ben, c'est 2 fois 2 moles de C57 H110 au 6, c'est 2 fois, puisqu'il y a 2 moles, 890 grammes. Donc ça, je vais faire le calcul, ça fait 89 fois 2. Alors, on rajoute un 0. Voilà, ce qui fait 1780 grammes. Donc ça pèse quand même lourd, hein, parce que c'est quand même 1,7 kg. 1,7 kg 780 grammes. Donc ici, 2 moles, ça fait 1780 grammes. C'est parce qu'il y a beaucoup de carbone et d'hydrogène, hein, c'est juste pour ça. Surtout beaucoup de carbone. Et il y a, bon, le carbone, 57 x 12 et 6 x 16. 57 x 12 fait beaucoup, hein, c'est le carbone. Donc là, on va se retrouver avec 1780 grammes de stéarine pour 2 moles. Alors, quand on produit C57H10, H110 au 6, 2 C57, 2 moles de C57H110 au 6 nous donne 110 moles d'H2O. Bon, 2 moles ici, ça pèse 1780 grammes. Hein. Alors 1780 grammes va donner l'H2O, c'est une mole d'H2O, c'est 16 plus 2 fois 1, c'est 18 grammes. 18 grammes par mole. Mais ici, on a 110 fois 18 grammes par mole. Hein. Voilà, donc je peux calculer. Alors ça, c'est assez simple à calculer. Parce qu'il suffit de faire 8 plus 1, ça fait 9. Et de mettre entre les deux. Parce que quand vous faites x 11, et puis rajouter un 0, bien sûr. Quand vous faites x 11, vous écartez le 1 et le 8. Vous faites 8 plus 1, ça fait 9. Et bien sûr, comme il y avait 0 avant, enfin, c'est pas 11, mais 110 fois 18. Donc il faut rajouter un 0. Voilà. Donc ça fait 1990 grammes d'eau.
D'un côté, voilà, ça c'est pour 1700 grammes d'acide stéarique produit. On a 1980 grammes d'H2O. Alors le rapport, je peux vous donner le rapport. Le rapport, je vais le calculer. Entre 1980 et 1780, voilà, il est de 1,11. Il est de 1,11. Donc 1,11 fois 1780, ça fait 1980. Donc le rapport, il est de 1,11 pour aller de l'un à l'autre. Enfin, ici maintenant, on demande pour 2 kg. 2 kg, c'est 2000 grammes de C57H10 111, aussi, 110 au 6. Combien de grammes d'H2O aura-t-on produit? Il suffit de faire le rapport. Hein. Voilà, c'est des rapports X divisé par l'H2O divisé par l'H2O. Enfin, la quantité d'H2O divisé par la quantité d'H2O, c'est X sur 1980 est égal à 2000 divisé par 1780. Alors on va multiplier par 1980 et je peux trouver le X. Et ça va être la quantité d'eau produite. Alors la quantité d'eau produite, en grammes bien sûr, 2000 divisé par 1780 fois 1980, alors ce qui fait 2224. Je vais recommencer mon calcul parce que je ne sais pas comment ça se fait que j'ai 2000 divisé par 1780, voilà, fois 1980, ouais, ouais c'est bien ça, c'est 2224,72. 2224 72 grammes d'eau produite. Et là, je vais mettre en kilos. Et ça fait une bouteille d'eau de 2 litres. Je vais mettre en kilos. Hein. L'instant. Donc, on a produit pour 2 kg de tristéarine ou de stéarine, on a produit 2,224 kg d'eau. Sachant que l'eau, c'est un liquide où sa masse volumique, le rho de l'eau, vaut 1 kg pour 1 décimètre cube. Ou si vous voulez, c'est 1 kg par litre. Dans un litre, vous avez 1 kg. Donc dans 1 litre d'eau, vous avez 1 kg. Ou si vous voulez, c'est la même chose que de dire que dans 1 kg d'eau, vous avez 1 litre. Or ici, il y a 2,24 kg. Donc ça veut dire qu'on a 2,24 224 bien sûr litres. Voilà, et ça c'est la réponse. C'est la réponse à la première question. Donc la première question, quel est le volume d'eau
Quel est le volume d'eau produit par oxydation de 2 kg de stéarine? Ben, vous aurez compris que c'est 2,224 litres. À partir, chaque fois qu'il va produire 2 kg, ben, il va produire 2 litres. En gros, 2 litres. 2 litres d'eau. C'est à peu près la même quantité, hein, 2 kg, 2 kg. En gros. En gros. Parce que c'est vrai que c'est 2,224 kg. Voilà, et ça c'est pour la question numéro 1. Maintenant, je vais répondre à la question numéro 2. Quel est le volume d'air CNTP doit inspirer le chameau pour oxyder cette masse de stéarine? Donc je vous avais dit tout à l'heure que ça a à voir avec l'inspiration d'air. Voilà, il inspire de l'air. Je l'ai dit au départ. Et bien sûr, il expire du CO2. Alors maintenant, on va s'intéresser à l'oxygène. On va s'intéresser pour 2 kg de stéarine, on va regarder voilà, la quantité d'oxygène. Quel est le volume d'air? Bon, mais avant de s'intéresser à l'air, on va s'intéresser à l'oxygène parce que l'air c'est 20% d'oxygène et 80% en gros d'azote. Donc si j'écris la réaction, je vous rappelle que c'est C57H110 O6 plus, alors là on avait 2 moles, 169 O2 nous donnait 100, il y avait l'H2O, CO2 plus H2O, 110 et 114. 110 et 114. Voilà, 110 pour l'eau et 114. C'était pas 169, c'était 163. Maintenant, je m'intéresser donc à la quantité d'air. Mais l'air, on sait bien que l'air est composé de 20% d'oxygène. Et bon, l'azote, on s'en fout. On respire. Ce qui nous intéresse dans la respiration, c'est pas l'azote. Hein. On sait bien qu'on respire de l'azote, mais ce qui est intéressant dans la respiration, c'est l'oxygène. On sait bien que l'air est composé de 80% d'azote, mais ce qu'on utilise de l'air, c'est l'oxygène pour respirer. Et donc, ici, ce qui va m'intéresser, ben, c'est l'oxygène. Donc, je vais enlever le CO2, ne m'intéresse pas. Je peux savoir, je peux calculer la quantité de CO2 produite. Hein. Bon, ben, ici, il ne demande pas, donc ça ne m'intéresse pas de le calculer parce qu'il n'est pas demandé, mais je peux calculer la quantité de CO2 aussi. Pour 2 kg, je pourrais le faire. Hein. Je pourrais le faire aussi. Je pourrais calculer, indépendamment de l'énoncé, la quantité de CO2. Alors je veux bien le faire. Pour 2 kg bien sûr de stéarine. Deux kg de stéarine. On a 163 moles. Enfin, on a pour 2 moles de stéarine, on a 163 moles d'O2 et 114 moles de CO2. Alors, je rappelle que une mole de stéarine, c'était, je ne me rappelle plus, mais il faut que j'aille chercher, une mole, c'était 890 grammes. Une mole de C57H110 O6, c'est, je sais plus combien, j'ai déjà oublié, je m'excuse, 890 grammes. Voilà, 890 grammes.
une mole de... je vais calculer aussi pour le CO2, hein, quantité de CO2, comme ça, je pourrais vous dire la quantité de gaz CO2, je dirais, produite. Donc, expiré. Expiré. Voilà. En même temps, j'aurai l'oxygène, l'air, quantité d'air, l'oxygène et CO2, j'aurai tout. Au niveau de la respiration, j'aurai tout. Donc, je vais en profiter pour faire le CO2 aussi. Donc une mole d'oxygène, l'oxygène c'est 16 grammes, je crois. Donc, je regarde mon téléphone pour pas dire une bêtise. L'oxygène c'est 16 grammes, effectivement. 16 grammes. Je contrôle toujours parce que si je raconte pas une bêtise, que je fasse une petite erreur malencontreuse, ça peut arriver. Voilà. Donc une mole d'oxygène c'est 16 grammes. Mais ici c'est du dioxygène. Hein. Donc le dioxygène c'est 16 fois 2, 32 grammes. Bien sûr c'est par mole. Alors je vous ai dit que je calculais aussi le CO2. Donc une mole de... Bon, ici j'ai un petit problème d'écriture là. Mole de CO2 c'est égal... Alors le CO2 c'est... O2 c'est 32, parce que l'oxygène c'est 16, le dioxygène c'est 32. 32 plus carbone c'est 12, ça fait 44 grammes. 32 plus 12, 44 grammes. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là, mais... Bon, à partir de là, on peut faire ces équations. Puisque on a 2 moles d'un côté et 163 moles de l'autre. Sachez qu'on met 2 kilos, hein, donc c'est pour ici, ce qui est demandé ici, c'est pour 2 kilos. Quel est le volume d'air CNTP doit inspirer le chameau pour oxyder cette masse. Mais cette masse c'est 2 kilos. Cette masse de stéarine, donc c'est 2 kilos. Donc là, c'est toujours nos fameux 2 kilos. Alors quelle masse en grammes aura-t-on d'oxygène, sachant qu'une mole de stéarine c'était 890 grammes, mais comme on a 2 moles, c'est 2 fois 890 grammes. Donc 2 fois 890, 1780 grammes par mole, pour 2 moles. 1780 grammes pour 2 moles. Voilà, ici on a 163 moles d'O2. L'oxygène c'est 32 grammes.
16 fois 2, 32, parce que c'est du dioxygène. Mais comme il y a 163 moles, fois 163, 5216 grammes. 5216 grammes d'oxygène. Et je fais l'H2O, je l'ai déjà fait tout à l'heure, hein, ça m'intéresse pas. Ça a été fait, donc je l'ai déjà fait. Ce qu'il demandait pour la quantité d'eau, donc ça a été fait. Je vais rechercher maintenant pour le CO2, comme ça j'aurai le CO2. Alors le CO2 c'était 44 grammes par mole. Comme il y a 114 moles, fois 114, 5016, 5016, 5016 grammes de CO2. Voilà, et là on a tout. Maintenant, ce qui est demandé, c'est pour 2 kilos. Attention qu'ici c'est 1780 grammes. Je me suis trompé, c'est pas 178, c'est 1780 grammes. Voilà. Maintenant, ce qui est demandé, c'est pour 2 kilos. Alors, je vous rappelle que 2 kilos, c'est 2000 grammes. 2000 grammes. Alors, bon, là, ici, ce sont des rapports. Je vais l'appeler X pour la quantité de X quantité d'O2 et Y quantité de CO2. Alors, ici, le X, ce sera X divisé par 5216 est égal à celui-là divisé par celui-là est égal à celui-là divisé par celui-là. 2000 divisé par 1780. Tout comme la base, elle est ici. Hein. Ça, c'est la base. 2000 grammes, ceci, c'est la base. Alors maintenant, je vais faire Y divisé par 5016. Y divisé par 5016 est égal à la base 2000 divisé toujours par voilà, nos fameux 1780. Et là, on peut trouver X et Y. Alors, on va faire notre calcul. On va multiplier ici par 5216. Et là, on va multiplier par 5016. Je vais te contrôler si 32 fois 163, 5216, c'est bon. Et CO2, c'est 44 grammes par mole fois 114, 5600, et il n'y a pas de problème, c'est bon. Alors maintenant, je vais calculer mon XY. Alors le X, il vaut... Ça, c'est la quantité en grammes. « 2000 sur 1780 fois 5216. 5000, je vais recommencer le calcul. 2000 divisé par 1780 fois 5216, 5860,67. 5860,67. « 5860
67 grammes d'O2 produite pour 2 kg de stéarine. Enfin, ça c'est pour 2 kg de stéarine. Ça veut dire 5 kg. On a 5 kg, ça fait 5 kg d'oxygène. Je m'excuse. Donc on a bien, je m'excuse. Voilà, donc on a bien 5 kg, 5 kg, 5,8 kg d'oxygène produite pour 2 kg de stéarine. Donc là, on a 2 kg de stéarine. Voilà, et maintenant je vais calculer la quantité de CO2, parce que je vous ai dit que j'allais faire le CO2 aussi. Je vais calculer ceci. Voilà, donc on va faire 2000 divisé par 1780 fois 5016. Divisé par 1780 fois 5016. Voilà, ce qui fait 5635,95. 5635,95 grammes de CO2. Voilà, vous avez les quantités ici produites en masse de CO2. Maintenant, ce que je vais refaire maintenant, c'est rechercher les volumes. Voilà, je vais rechercher les volumes. Bon, bien sûr, dans les conditions CNTP. Parce que vous savez très bien que le volume, il est variable en fonction de la pression et de la température. Hein. Les gaz sont compressibles. Et ils dépendent voilà, de la pression, mais aussi de la température. Donc, quand on calcule, ce qui est demandé dans une école, si on laissait n'importe quelle pression, faire un calcul de volume en n'importe quelle pression, n'importe quelle température, tous les élèves auraient des résultats différents. Donc c'est pour ça qu'il faut standardiser à une pression et une température définie. Alors, les pressions et températures définies, dans cet énoncé, les conditions, c'est NTP.
CNTP. Donc, c'est ce qui est demandé dans l'énoncé, c'est dans les conditions CNTP. Alors, avant toute chose, j'aimerais bien vous montrer encore une fois ce que j'ai déjà montré une fois. Les conditions CNTP, vous allez dans string finger /fr, vous tapez standard conditions for temperature and pressure, je m'excuse, et vous mettez des underscores entre standard et conditions. Attention que standard vous mettez en majuscule, conditions il faut n'oubliez pas votre S, et vous mettez underscore entre standard conditions, entre for et conditions, entre température et entre end et pressure. Ça c'est le site, voilà. Et là à ce moment là vous avez toutes des normalisations des standards. Bon, il y en a énormément. Bon, il n'y en a pas que 2 ou 3. Hein. Voilà, vous avez IUPAC STP depuis 1982. Voilà, vous avez le NIST ISO 10781, anciennement IUPAC, STP jusqu'en 1982. ISA de l'eau acide, ISO 13443 EEE, voilà, EJA, voilà, définition du système international. Vous avez voilà, l'Association américaine des physiciens en médecine, l'IUPAC SATP, EPA, voilà. Alors EPA, vous voyez que c'est 25 degrés, 25 degrés Celsius et 101 325 pascal. Voilà, ça c'est l'EPA. Voilà. Alors, on peut avoir 25 degrés, 100 000 pascal. Et ça c'est l'IUPAC SATP. Alors maintenant vous avez le KJ. Le KJ c'est 20 degrés, 100 000 pascal. Le SPE c'est 15 degrés, 100 000 pascal. L'ISO 5011 c'est 20 degrés, 68, 101 300 pascal. 101,3 pascal. Voilà. Vous avez le Ghost 2939, 63, 20 degrés, 101, 101, 101,33 kilopascal. Ouais, parce que quand je dis 101,3, c'est 101,3 kilopascal. Hein. Voilà. Vous voyez ici le EJA, définition du système impérial, c'est 16 degrés, 101,6 kilopascal. Bon, et ainsi de suite, US DOT, SCF. Donc c'est pas ça qui manque hein, dans les normalisations, voilà, de pression et de température. Maintenant, pour calculer le volume molaire, bien sûr, ici on vous a dit, bon, c'était condition STP, CNTP, donc vous allez prendre ici 101 325 pascal et 25 degrés Celsius. 0 degré Celsius, je m'excuse. C'est le 0 degré parce que c'est 273 Kelvin, enfin 273.15. 273.15 c'est 0 degré Celsius. Et 101 325 pascal, voilà, c'est la pression atmosphérique est prise à 101 325 pascal. Et là, c'est les conditions, voilà, CNTP, c'est-à-dire 22 litres 4 pour le volume molaire. Quel que soit le gaz, il va occuper 22 litres 4. Alors si vous prenez, par exemple, 0 degré Celsius et 100 000 pascal, à ce moment vous allez travailler avec 22,711 litres comme volume molaire. Voilà. Si vous travaillez que à 25 et 101 325 pascal, voilà, vous allez travailler avec 24,5 litres qui sont des conditions CSTP. Et ainsi de suite. Vous pouvez travailler avec 24,79, ça c'est si vous travaillez à 25 degrés et 100 000 pascal, et ainsi de suite. Bon, moi je travaille en condition CNTP, c'est-à-dire 0 degré et 101 325 pascal, ça veut dire 22 litres 4. Je travaille à 22 litres 4. Donc le volume molaire est de 22 litres 4. Alors ici, bien sûr, je vais utiliser comment est-ce qu'on appelle ça, ceci. On a la masse. On a la masse en grammes. En grammes ou en kilos, peu importe, on s'en fout. Ici, on a la masse en grammes ou en kilogrammes. Je vais repasser par le nombre de moles. Ça, c'est la masse. On a la masse de l'oxygène, hein, la masse du gaz. Alors, ça, c'est la masse de gaz qui est donnée. Je vais rechercher le nombre de moles. Nombre de moles de gaz correspondant à cette masse de gaz. Et ensuite, je vais calculer le volume de gaz. Donc, je vais faire tout ce cheminement-là.
Alors le cheminement, bien sûr, c'est un cheminement qui va aller en descendant. C'est cette flèche-là. Donc cette flèche-là, c'est la formule en division. Ensuite, c'est cette flèche-là. Je vais utiliser cette formule en multiplication. Donc il y a deux formules utilisées. N est égal à N, M sur M. N est égal à la masse sur la masse molaire. Et bien sûr, vous devez utiliser après la seconde formule qui est le volume est égal au nombre de moles que vous venez de trouver fois le volume molaire. Or, le volume molaire, c'est en condition CNTP. Donc, le N que vous avez obtenu là, c'est vous faites fois le volume molaire et vous allez avoir la quantité, le volume en litres. Bon, on peut utiliser une seule formule avec ça. Hein. Bon, il suffit de faire V est égal à M. Si vous rassemblez les deux formules, vous pouvez faire ceci. Hein. Vous pouvez utiliser directement. Si vous n'êtes pas habitué avec une seule formule, que voici, vous le faites par deux passages de formule, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ici, les quantités, elles sont connues, puisqu'on a le X qui vaut 5060 grammes, donc je vais d'O2, 5860,67 fois 22 litres 4 parce que c'est en condition CNTP, quel que soit le gaz. Hein. Donc, quel que soit le gaz, que ce soit de l'O2 ou du CO2, c'est toujours. Une mole occupe toujours la même quantité. C'est-à-dire un volume de. Le même volume. Je m'excuse. Quel que soit le type de gaz, une mole, qui est une quantité de matière, occupe toujours le même volume, qui est le volume molaire. Voilà. Et ici, quand on est en condition CNTP, le volume molaire vaut 22,4. Que ce soit de l'oxygène ou de CO2. Simplement, les masses, c'est 5835,95 divisé par la masse molaire de l'oxygène qui est 6 fois 2, 32, et divisé par le CO2 qui vaut 44. Et ça, c'est le volume d'O2. Le volume d'O2 et le volume de CO2. Donc, 5860 5860,67 fois 22,4 divisé par 32. Voilà. Ça fait 4000. J'ai bien des grammes. Ça fait 4000 litres. 4102 litres. 4102 litres. Parce que la quantité, pourquoi 4000 litres? C'est parce qu'en fait, il y a une grande masse d'O2, hein, 5860. « 4102 litres, 47. Voilà. 4102 litres, 47. Voilà, ça c'est le volume d'O2. Maintenant, je vais calculer le volume de CO2. 5635,95 divisé par 44. Ah, multiplié par 22 litres 4. Et là, effectivement, on a moins de. Le volume de CO2 est beaucoup plus petit. Pourquoi? Parce que on a une masse molaire du CO2 qui est beaucoup plus grande que celle de l'O2. Donc, comme la masse molaire est plus grande, on a moins de moles.
5635 divisé par 44 est beaucoup plus petit que 5860 divisé par 32, puisque le 44 est grand par rapport face au 32. Donc le nombre de moles qui est pour l'oxygène qui est 5860,67 divisé par 32, ça fait 183 moles. On a 183 moles là, d'O2. Voilà, on a 183 moles. Alors que pour l'autre, on a 5635,95 divisé par 44, ce qui fait 128 moles. Donc vous voyez qu'il n'y a pas photo. Il y a plus de mots pour l'O2 que pour le CO2. Donc c'est normal qu'on se trouve avec un volume de CO2 beaucoup plus petit. Donc le volume de CO2, il sera beaucoup plus petit. Alors 4,102, 1102, c'est voilà, c'est 4 mètres cubes. Parce que 1000 litres, c'est 1 mètre cube. 1000 litres, il faut qu'on considère que 1000 litres, c'est 1 mètre cube. Donc là, on a 4,1 mètres cubes. Voilà. Et donc, si je fais 5635,95 divisé par 44, multiplié par 22 litres 4, c'est 2869,21. Et ça fait 2,9 mètres cubes. Voilà. Donc on va inspirer 4,1 mètres cubes et on va expirer 2,9 mètres cubes. Alors vous allez me dire le reste c'est quoi? Le reste c'est la production d'eau. Hein. C'est la production d'eau, c'est les fameux les litres de consommation d'eau, enfin de production d'eau, qui était de je ne sais plus combien de litres, 2 litres. Voilà. C'est la production de 2 litres d'eau. C'est la production de 2 litres d'eau. Là, on a produit, le chameau a produit 2 litres d'eau. Donc il va inspirer 4 litres, 4 mètres cubes. Il va aspirer 4 mètres cubes. Il va expirer 2 mètres cubes, mais il va produire 2 litres d'eau. Environ, hein, ça environ 2 litres. C'est 2,22. Voilà, 2,22 litres. Donc, et ça, c'est pour 2 kg 2 kg de stéarine. Pour 2 kg de stéarine, mais il va produire un volume de 4 mètres cubes d'oxygène et un volume de 2,9 mètres cubes de CO2. Et il va produire bien sûr 2 litres d'eau, environ 2,22 si vous voulez. Alors maintenant, il me faut la quantité d'air. Voilà, parce que c'est ce qui est intéressant ici dans l'énoncé, c'est la quantité d'air. Maintenant, connaissant la quantité d'oxygène, je peux trouver la quantité d'air. Alors comment? Ben, on sait bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, au départ, que il y a 20% et 80% d'azote, 20% d'oxygène dans l'air. Ça veut dire que si vous faites l'air fois 1/5, vous avez le contenu d'oxygène. Ce qui veut dire que pour avoir le contenu d'air, bon, 1/5 c'est 20%. Hein. Vous devez faire 5 fois le contenu d'oxygène. 5 fois le contenu d'oxygène. Or,
Le volume en oxygène, le contenu en oxygène, il est connu. Donc pour avoir l'air, c'est 5 fois le volume d'air. Or, le volume d'air, c'était en gros, je calcule en gros, hein, parce que bon, c'est pas. Ici, on avait 4,1 mètres cubes. Voilà. Il suffit de faire 4,1 fois 5. Voilà, ce qui fait 1 fois 5, 5. 5 fois 4, 20,5 mètres cubes d'air. Voilà. Donc, quelle est la quantité d'air? C'est 20,5 mètres cubes. 20,5 mètres cubes. Maintenant, si vous voulez trouver la quantité d'azote, ben, vous faites 20,5 fois 80%. Hein. Donc, si vous faites bien 20,5 mètres cubes divisé par 5, vous avez vos 4,5, vos 4,1. Parce qu'il y a 20%. Et alors, si vous voulez savoir combien d'azote, ben, vous faites 20,5 divisé par 4 cinquièmes. 20,5 fois 4 divisé par 5, ça fait 16,4 mètres cubes. Le volume d'azote, c'est 16,4 mètres cubes. Voilà, là, vous avez le volume d'azote. Et ça, c'est le volume d'air. Et le volume d'oxygène, je vous ai dit que c'est 4,1 mètres cubes. Volume de CO2, 2,9 mètres cubes. La quantité d'H2O, 2,2 litres. La stéarine, production de stéarine, c'est 2 kg. Voilà, ici vous avez tout. La quantité de stéarine, volume d'azote, volume de CO2, volume d'O2, volume d'eau, vous avez tout. Tout a été calculé ici, volume d'azote, volume de CO2, tralala, tralala, vous avez tout. Tout a été calculé, volume de CO2, 2,9 mètres cubes, volume d'O2, 4,1 mètres cubes, volume d'azote, 16,4 mètres cubes, volume d'air, c'est la somme de volume d'oxygène plus volume d'azote, ça fait 20 mètres cubes, 20,5 mètres cubes. La stéarine, ben, c'est pour 2 kg. Hein. Tout ça, c'est pour 2 kg, bien sûr. Hein. C'est pour 2 kg. Alors, tout est proportionnel si vous démultipliez par rapport à 2 kg. Hein. Voilà, si vous faites 4 kg, ben, tout sera proportionnel. Hein. Voilà, donc ce qui veut dire que pour... Bon, ça se fait pas en une fois. Vous aurez compris que le chameau, il respire comme un être humain. Il a une quantité d'absorber, une quantité sortie. Il va pas respirer 20 mètres cubes en une fois. Hein. Ça c'est les 20 mètres cubes. Le poumon, il ne possède pas voilà, cette faculté de prendre 20 mètres cubes en une fois. Donc, vous aurez compris que ça, c'est plusieurs fois la respiration. Après un certain temps de respiration, il aura produit 2 litres d'eau. Après un certain temps, quand il aura atteint ces 20 mètres cubes, à ce moment-là, il aura 2 litres d'eau. Donc il faut attendre, bien sûr, qu'il ait respiré, je veux dire, un nombre de fois précis, c'est-à-dire qu'il a atteint ces 20 mètres cubes d'absorption d'air. Je vous remercie.